Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu particulier. On va mettre de côté le MQL4 et on va faire du JavaScript. On va voir comment on peut coder une application toute simple qui va nous permettre de récupérer les cours du Bitcoin en euros et en dollars USD. On va simplement afficher un container comme ça avec deux boutons sur lesquels on pourra cliquer. Si on clique sur euros, on a les cours du Bitcoin en euros, et si on clique sur USD, on a les cours du Bitcoin qui s'affichent en dollars. Les cours du Bitcoin vont être récupérés via une API. Moi j'ai choisi l'API CryptoCompare. Ça va nous permettre de voir comment on fait des requêtes asynchrones vers une API externe. Et ça va nous permettre aussi de voir comment on peut agencer une page simple en HTML et CSS avec un peu de JavaScript. Les cours du Bitcoin vont être mis à jour toutes les 60 secondes. On va mettre en place une fonction qui va exécuter un compte à rebours et au bout de 60 secondes, à la nouvelle minute, les cours du Bitcoin vont être mis à jour. Si je vais sur le site de CryptoCompare et que je regarde les cours du Bitcoin exprimés en dollars, alors évidemment les cours ils bougent tout le temps, mais si on essaye de rafraîchir, de faire une capture à l'instant T, si je rafraîchis le site et que maintenant je rafraîchis notre application, on a 61 501,76 des deux côtés. Donc notre application nous fournit bien les cours du Bitcoin en temps réel. Comment coder cette application de A à Z? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Pour commencer, on va faire la structure HTML. Ça va être une structure très simple. Je vais mettre un ID sur le body que je vais dire ça va être mon main. Et on va faire une première div qui aura la classe container. Et donc c'est cette div qui va englober mon rectangle dans lequel je vais afficher les cours du Bitcoin. Donc on va mettre une deuxième div qui aura l'ID titre et on va afficher le titre. Donc on avait dit cours du Bitcoin. On aura une autre div qui aura l'ID cours. Et c'est dans cette div qu'on va afficher les cours du Bitcoin qui seront mis à jour toutes les minutes. Et on va stocker dans une data qu'on va appeler data devise, qui par défaut, ça sera les cours en dollars. On va mettre data devise est égal à USD en majuscule. Et après, on verra avec le JavaScript comment on va justement manipuler cette data pour afficher les cours soit en dollars, soit en euros. Je vais mettre dans une div mes deux boutons euros et USD qu'on avait. Et cette div qui englobe les deux boutons, elle va avoir comme ID currency. Ok. Et donc ici, on va mettre nos boutons. Le premier bouton, je vais l'appeler tout simplement euro. Et ça sera comme ça, euro, tac. Et je vais faire un deuxième bouton qu'on va appeler USD. Ici, on va mettre USD. Et ensuite, on va mettre une autre div qui aura l'ID info. On va simplement écrire récupération du cours du Bitcoin. Et une dernière div dans laquelle on va mettre notre chronomètre et qui aura l'ID chrono. Et c'est là où on va afficher le décompte du chronomètre jusqu'à la prochaine mise à jour. Et si j'actualise la page, eh bien on a bien nos deux boutons en HTML. Alors c'est tout vilain, évidemment, on va rajouter vite fait du CSS pour styliser un petit peu nos différents éléments. Alors, je vais accélérer un petit peu parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante et de toute façon, je mets le code de cette page web à votre disposition. Ça sera sur mon site, vous avez le lien dans la description. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un peu de dégradé sur le main, on a mis un background color sombre sur le container et on a stylisé nos deux boutons et on leur a mis un float right et left pour qu'ils soient chacun sur un côté. Alors maintenant, on va ouvrir une balise script et c'est là qu'on va faire notre code JavaScript. Alors on va commencer par faire une fonction qui va s'appeler getCours, pour avoir le cours du Bitcoin. Alors pour ceux qui ont suivi ma formation sur Udemy sur comment coder des robots de trading en MQL4, on avait vu que les fonctions avaient toujours un type selon la valeur qu'elles retournaient. Soit elle retourne une chaîne de caractères
et la fonction est de type string, soit elle retourne un booléen et la fonction est de type booléenne. Et bien ici, c'est pareil, sauf qu'en JavaScript, le type, c'est une constante. C'est une valeur un petit peu générique. Donc on écrit const. Et ma fonction getCours, elle va donc me retourner les cours du Bitcoin. Et les cours du Bitcoin, je vais les récupérer sur l'API CryptoCompare et ils seront exprimés en JSON. Pour envoyer une requête sur l'API CryptoCompare, on va faire une fonction asynchrone. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur comment envoyer depuis la plateforme MT4 des messages sur l'API de Telegram, on a vu ce qu'était une fonction synchrone. Donc la fonction synchrone, elle devait attendre la réponse du serveur avant de continuer le déroulement du code. Ici, dans la fonction asynchrone, elle n'a pas besoin d'attendre la réponse du serveur, elle peut continuer à dérouler la continuité du code alors même que le serveur n'a pas répondu. Alors pour l'instant, on va simplement afficher quelque chose dans la console. On va dire que là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut récupérer les cours du Bitcoin, alors en dollars et en euros. Et on va mettre ça entre guillemets, parce que ça va afficher donc une chaîne de caractères, une string. Et pour récupérer les cours du Bitcoin, on va faire un try-catch. Alors le try-catch, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est un peu comme un if-else. Donc dans le try, là, on va mettre notre code pour atteindre le serveur de l'API. Et dans le catch, si ça se passe mal, on va attraper une erreur et on va faire quelque chose. Par exemple, on va afficher cette erreur. Par exemple, on pourra faire ici un console log de... on va mettre erreur lors de la récupération des données. Et on va afficher cette variable erreur qui va nous afficher donc le code de l'erreur. Donc ça fonctionne vraiment comme un if-else. Si tu as une réponse du serveur, bah, tu réponds, tu nous affiches la réponse du serveur. Sinon, tu as une erreur, tu nous affiches la réponse de l'erreur. Et donc ici, pour aller récupérer ma réponse, je vais la stocker dans une variable. Et cette réponse, donc, elle va correspondre à la fonction fetch, await-fetch, qui va me permettre d'aller récupérer mes données en questionnant l'API de CryptoCompare. En fait, c'est exactement la même chose que la fonction webRequest en MQL4. Ça nous permet donc d'envoyer des requêtes et en paramètre, on va passer l'URL de l'API. Si on va sur la documentation de l'API CryptoCompare, on voit qu'il nous donne l'URL qu'on doit renseigner dans notre fetch. On a ici les cours du Bitcoin et là, on a les devises pour la conversion. Alors nous, on ne va pas utiliser le yen japonais, on va simplement utiliser l'euro et le dollar américain. Du coup, dans mon fetch, je colle l'URL personnalisée avec comme valeur le dollar américain, donc USD, et l'euro, donc EUR. Donc on va mettre une condition, on va dire que si la réponse n'est pas OK, ouais, je vais plutôt écrire response en anglais, voilà, et on va dire que si la réponse n'est pas OK, eh bien, tu envoies un message d'erreur. On va utiliser thrown new error. Et le message, ça sera tout simplement no response. Pas de réponse. Voilà. Et par contre, si la réponse est bonne, on va la stocker dans une variable qu'on va appeler JSON, puisque le serveur nous répond en JSON. Et cette variable, elle sera égale à await response.json. Et pour l'instant, on va juste faire un console log de la réponse du serveur. Ok, donc je rafraîchis mon script, je fais F12 pour afficher la console. Et là, j'ai bien mon objet qui est retourné par l'API CryptoCompare et qui me retourne les cours du Bitcoin en dollars et les cours du Bitcoin en euros. C'est un objet avec deux éléments dont la clé est soit USD, soit euro, et la valeur, c'est le prix. Ok, alors on va virer ce console log, on n'en a plus besoin. Maintenant, ce qu'on veut, c'est afficher le cours du Bitcoin ici dans notre div qui a l'identifiant cours. Alors pour l'instant, on va prendre le Bitcoin en dollars. Donc dans un premier temps, on va faire un get element by ID pour sélectionner en fait notre div cours et on va l'assigner à une variable.
Donc cette variable, je vais l'appeler cours, tout simplement. Ça sera le cours du Bitcoin. Et elle sera égale à document get élément by ID, donc cette fonction qui nous permet de sélectionner la div qui a l'ID cours. Et je pense qu'ici j'ai oublié une accolade. Donc là on voit qu'on récupère l'objet document auquel on utilise la fonction getElementById pour sélectionner cette div là. Et maintenant je prends ma variable cours et je fais un inner HTML pour injecter à l'intérieur de cette div du HTML. Et ce que je vais injecter, eh bien, ça sera dans un premier temps mon JSON. On veut l'objet, l'élément qui a la clé USD. Et quand je rafraîchis, j'ai bien le cours du Bitcoin qui est exprimé en dollars. Si je prends l'élément qui a la clé euro, par exemple, et que je rafraîchis, eh bien, j'ai le cours du Bitcoin qui est exprimé en euros. Ok, donc ça fonctionne. On est arrivé à afficher les cours du Bitcoin en euros et en dollars sur notre page web. Maintenant, ce qu'on veut, c'est activer nos deux boutons pour que quand on clique sur le bouton euro, on ait les cours qui s'affichent en euros, et quand on clique sur le bouton USD, on ait les cours qui s'affichent en dollars. Alors pour activer nos deux boutons, eh bien, on va utiliser l'attribut onClick, qu'on va les mettre ici. Et dans cet attribut onClick, on va y passer une fonction que je vais appeler click devise et qu'on va coder tout à l'heure. Et on va faire pareil pour le bouton du dollar. Et d'ailleurs ici je m'aperçois que j'ai mis un petit chevron en trop. Tac, voilà. Et dans cette fonction click devise, qu'on va aller coder ici, on va y passer en paramètre la devise qu'on veut afficher. Donc ici ça sera l'euro et ici ça sera le USD en majuscule. Et en fait là je vais plutôt utiliser des simples cotes parce que comme j'ai déjà des doubles cotes à l'intérieur, il ne comprend pas très bien. Voilà. Ok. Donc là on affiche par défaut le prix du Bitcoin. On avait dit que c'était en dollars et on va pas le faire comme ça. On va créer une fonction également qui va s'appeler affiche cours. Affiche cours et qui prendra en paramètre la devise. Et donc par défaut, dans notre fonction getCours, on va afficher le dollar. Afficher le cours du Bitcoin en dollars par défaut. Et ça sera grâce à cette fonction afficher cours. On va devoir faire cette fonction qu'on va assigner à une constante. Donc on va faire ici notre fonction afficher cours. Alors on va faire une fonction fléchée. On va la mettre comme ça. Et en paramètre, elle va prendre une devise. Donc c'est une fonction fléchée, donc on l'écrit comme ça. Mais on aurait pu également l'écrire comme ça. Fonction comme ça. Ok, mais ça c'est au choix. Mais moi personnellement j'aime bien les fonctions fléchées. Alors dans ma fonction afficher cours, je vais avoir besoin de récupérer l'élément HTML cours qu'on avait ici. Je vais le copier et le coller. Et donc ici dans ma div, donc la div où je vais afficher le cours du Bitcoin, donc celle-ci qui est là, j'ai passé en fait un data devise. Donc un data, ça va me permettre de stocker la devise soit en dollars, soit en euros, dans l'élément en fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ici, on va stocker les deux valeurs possibles du cours du Bitcoin dans l'attribut data de ma div qui a l'identifiant cours. Donc c'est-à-dire, c'est cette variable qui s'appelle cours. Et ça, pour ça, on va faire cours.dataset. On va utiliser dataset. Et si c'est en euros, ça sera égal à ma réponse JSON euro qu'on a vu tout à l'heure quand on a affiché les prix en euros, donc c'est avec des majuscules. Et on va faire la même chose pour le dollar. Un cours dataset. On va appeler USD. Et là, on va prendre la valeur du JSON en dollars. Et comme ça, ici, je vais créer une variable que je vais appeler valeur.
Je vais faire une condition un if-else, tout simple, mais on va l'écrire en ternaire. On va dire que si ma devise que j'ai passée en paramètre, si ma valeur de la devise, si c'est en euros, donc je vais mettre devise égale euro, point d'interrogation. Si c'est en euros, eh ben, tu prends cette valeur du JSON qui est exprimée en euros que j'aurais passé dans l'attribut dataset. Donc je vais reprendre cette valeur-là. Donc si ma devise est en euros, tu récupères les cours qui sont dans le dataset qui sont en euros. Et sinon, ça veut dire que c'est du dollar. Donc tu récupères les cours qui sont en dollars. Et ensuite, dans ma div cours, je vais afficher cette variable valeur. Donc on va faire un cours.innerHTML et on va utiliser les backticks. Donc c'est Alt et 7 et après il faut faire un petit espace. Et on va prendre cette variable valeur. Pour que le JavaScript affiche ma variable valeur, je suis obligé de la passer avec des accolades et avec le dollar. Et ensuite, on va faire une concaténation et on va soit afficher le signe dollar si c'est du dollar, soit le signe euro si c'est de l'euro. Et pour ça, on va faire donc une concaténation tout simple. On va refaire une condition. On va dire que si ma valeur devise elle est égale à euro, eh bien tu affiches le signe de l'euro, et sinon, ça veut dire que c'est du dollar, et donc tu affiches le signe du dollar. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ma fonction click devise. On va la faire ici. Donc c'est pareil, on va la passer en const. Click devise, elle va prendre également en paramètre la devise. OK, puisque là, on y a passé en paramètre soit euro, soit USD. On va faire une fonction fléchée et elle va simplement exécuter la fonction afficher cours avec comme paramètre la devise. OK, et maintenant, quand je réactualise, on voit que ici, j'ai affiché dans mon élément HTML un data euro avec les cours du Bitcoin en euros et un data USD avec les cours du Bitcoin en dollars. Et que maintenant, quand je clique sur euro, j'active la fonction click devise qui elle-même exécute la fonction afficher cours et qui va donc sélectionner selon le paramètre, soit on est sur de l'euro, soit sur de l'USD, et qui va récupérer ici les prix que nous a envoyé CryptoCompare et qu'on a passé dans l'attribut data de l'élément. Donc il va récupérer soit le prix du Bitcoin en euros, soit le prix du Bitcoin en dollars. Eh bien, notre bouton, il fonctionne très bien. Ah, là, je vois que également, j'ai laissé un petit chevron en trop. Alors maintenant, le seul problème que j'ai, c'est que pour que les cours du Bitcoin se réactualisent tout le temps, j'ai besoin de rafraîchir ma page. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait, c'est créer un décompte en secondes pour ensuite envoyer toutes les minutes une nouvelle requête fetch sur l'API CryptoCompare pour récupérer et pour mettre à jour les prix du Bitcoin chaque minute. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que dans notre fonction getCours, on active une fonction qui va nous permettre de mettre à jour les cours du Bitcoin toutes les 60 secondes. Pour faire ça, on va faire une fonction qui va agir comme un chronomètre. Donc pour ça, pour envoyer une requête toutes les 60 secondes, en fait, on va utiliser une fonction que je vais appeler chrono et qui agit comme un chronomètre pour mettre à jour les cours. Et donc cette fonction, on va l'activer ici en faisant tout simplement chrono. Et cette fonction chrono, on va la coder ici. Donc ça sera une fonction de type const. Chrono, on va faire une fonction fléchée sans paramètres. Et dans cette fonction, dans un premier temps, on va mettre une variable que je vais appeler intervalle et qui sera égale à 60 secondes. Donc ça, c'est intervalle de 60 secondes pour la mise à jour. Et cette variable intervalle, je vais l'assigner à une variable let
qui va s'appeler timer. Et donc timer sera égal à intervalle. Alors la différence de let, c'est justement, c'est-à-dire que la variable, elle peut changer par rapport à une constante qui, elle, est fixe. Ma fonction chrono, elle initialise cette variable timer à 60 secondes et ensuite, elle va appeler une fonction que je vais appeler countdown, qui va être une fonction de compte à rebours, en quelque sorte. Donc à l'intérieur de ma fonction chrono, je vais faire une fonction que je vais appeler countdown. On va refaire une fonction fléchée. Alors dans cette fonction fléchée, je vais aller chercher ma div chrono dans laquelle on va afficher notre chronomètre. Pour ça, on va faire un get element by id et on va l'assigner à une variable qu'on va appeler chrono. Donc document get element by id. Donc je sélectionne, donc on va sélectionner la div qui a l'identifiant chrono, cette div là, pour afficher à l'intérieur le chronomètre. Donc l'élément qui a l'identifiant chrono, je l'assigne dans cette variable chrono. Dans cette div chrono, on va insérer du HTML. Donc on va refaire un chrono.innerHTML. Et à l'intérieur, on va mettre donc alt 7 espace et on va écrire prochaine mise à jour dans. Donc au départ, ça sera 60 secondes. Donc là, on va mettre notre variable timer. Donc on va l'insérer en JavaScript, le $ et les accolades. Timer au début, donc ça sera dans 60 secondes. Et ensuite, on va faire simplement une condition. On va dire si timer, si mon décompte il est égal à 0, on met à jour les cours du Bitcoin. J'appelle ma fonction getCours. Et sinon, tout simplement, je décrémente timer de 1. Donc si on est à 60, on passe à 59. Et ensuite, je vais utiliser une fonction qui va me permettre de rejouer cette fonction countdown toutes les secondes. Et cette fonction, c'est setTimeout. Donc setTimeout. Et comme paramètre, eh bien, j'utilise la fonction que je veux rejouer. Donc ici, c'est countdown. Et le deuxième paramètre, c'est à partir de combien de millisecondes je veux rejouer ma fonction countdown. Donc moi, je veux la rejouer toutes les secondes. Une seconde, c'est égal à 1000 millisecondes. Donc en deuxième paramètre, je mets 1000. Ce qui fait que comme ça, à chaque fois que timer sera différent de 0, eh bien la fonction countdown sera rejouée chaque seconde. Et le timer sera décrémenté. Et quand on va arriver à 0, on va rejouer getCours, mais par contre, on ne va pas passer dans le else, et donc la fonction countdown va s'arrêter. Et bien quand cette fonction countdown s'arrête parce qu'on a rechargé les prix du Bitcoin, eh bien je la relance. Donc je tape countdown pour relancer cette fonction. Comme ça, ça va remettre à jour mon timer. Et voilà. Et ensuite, on appelle donc toujours la fonction getCours. On va faire l'indentation correcte. Donc maintenant, quand je recharge ma page, j'ai bien ici mon compte à rebours qui s'est affiché dans ma div chrono. Okay, on le voit donc ici, là, et il s'affiche bien ici. Et si je vais dans le réseau pour vérifier toutes les requêtes de ma page, et on va attendre tranquillement la fin du compte à rebours. Alors, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et on a bien ici ma requête get qui est envoyée vers l'API, la réponse de l'API et donc la mise à jour qui s'est bien effectuée dans la div qui a l'identifiant cours. Donc ça, c'est parfait, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il nous faut faire pour finir, c'est de caler ce compte à rebours sur les minutes du temps réel. Okay, puisque là, on voit bien que dans notre compte à rebours, quand je rafraîchis ma page, il revient à 60. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait le compte à rebours qui soit calé sur l'heure actuelle. Quand je recharge ma page, le compte à rebours, en fait, il continue tout le temps. En fait, pourquoi? Parce qu'ici, la variable timer, elle est calée sur cette variable intervalle qui vaut 60. Ce qu'on veut, c'est que le timer, il obtienne les secondes actuelles de l'heure. Okay, donc pour ça, en fait, on va avoir besoin de récupérer l'heure actuelle. L'heure actuelle, on va la stocker dans une variable qu'on va appeler now, maintenant, et on va la récupérer grâce à newDate. newDate qui nous retourne l'heure actuelle. Et donc ici,
dans ma variable timer, j'ai besoin de calculer combien de secondes il reste jusqu'à la prochaine minute complète de l'heure actuelle. Donc on va appeler ça seconde till next minute. Bon, c'est un peu long, mais c'est bien que ça soit explicite. Combien de secondes il reste jusqu'à la prochaine minute, ok? Donc on va mettre seconde au pluriel. Eh bien, cette valeur, on va la stocker également dans une constante et on va l'obtenir grâce à notre variable intervalle. Donc ça va être intervalle, donc 60 secondes moins l'heure actuelle et la fonction getSecond. La fonction getSecond, ça va me permettre d'obtenir les secondes actuelles de l'heure. Okay, donc maintenant, quand je rafraîchis mon timer, il ne devrait plus commencer à 60 comme tout à l'heure, mais il va commencer à combien de secondes il reste jusqu'à la prochaine minute. Donc je rafraîchis, voilà, il reste 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, et une nouvelle minute vient bien de commencer. Donc notre timer, il est bien calé sur l'heure actuelle. Et maintenant, on voit que quand je fais F5, eh bien mon timer, il ne revient pas à 60 comme tout à l'heure, puisqu'il calcule maintenant combien de secondes il reste jusqu'à la prochaine minute complète. Et au bout de 60 secondes, il envoie une nouvelle requête pour obtenir la mise à jour des cours du Bitcoin en dollars et en euros. Maintenant, ce qui peut être sympa, c'est que ici, on affiche l'heure à laquelle on a récupéré les cours du Bitcoin. Alors pour faire ça, pour commencer, on va enlever le contenu de notre div info et on va aller l'insérer directement dans le JavaScript. Afficher l'heure de la mise à jour. Donc on va avoir besoin de l'heure. L'heure, on l'avait dans cette variable now qu'on avait créée tout à l'heure, mais on l'a créée dans l'autre fonction. Donc là, on va être obligé de la redéclarer. Ensuite, je vais faire directement un document.getElementById de ma div qui s'appelle info. On va le faire directement là-dedans. On va injecter du HTML en faisant un inner HTML égal, on va mettre les backticks, cours récupéré A, et on va utiliser le $ et les accolades pour récupérer l'heure. Et en fait, l'heure, ça va être now, ma variable now avec la date, et on va le convertir en time to string, en local time to string, comme ça j'aurai l'heure du serveur local. Et ça ne sera pas la même heure si je suis en Europe ou si je suis en Asie ou aux États-Unis. To local time string, c'est ça là. Tac. Et je ferme mon backtick. Yes. Donc maintenant, quand je rafraîchis ma page, j'ai mon cours qui est bien récupéré et il me met l'heure actuelle. Cours récupéré à 14h51. Le dernier petit truc qu'on peut faire et qui peut être super pratique, c'est que quand on clique sur euro ou USD, c'est de mettre à jour en fait notre data devise. Déjà, ce qu'on peut faire, on voit que notre getElementById pour sélectionner la div cours, on l'utilise 2 fois. On va l'enlever ici et ici et on va le déclarer en variable globale. Comme ça, en fait, il est accessible ici et il est accessible dans cette fonction également. Et pour mettre à jour mon data devise, je vais simplement le faire ici dans la fonction clickDevise en faisant un cours dataset. Donc je prends ma data qui s'appelle devise. Okay, donc c'est celle-là. Pour l'instant, on ne l'avait pas touchée, on l'avait laissé fixe sur le USD. Et maintenant, on va mettre à jour cet attribut de façon dynamique, simplement en faisant égal devise. Donc quand je clique sur euro, notre data devise passe sur euro. Quand je clique sur USD, elle revient sur USD. Et ça peut être super pratique si on veut faire par exemple un style différent selon si la div affiche les prix en euros ou bien si elle affiche les prix en dollars. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Si le code de cette page web vous intéresse, je le mets à votre disposition sur mon site mql4easytrading.com. Vous vous connectez. Vous vous inscrivez si ce n'est pas fait, vous vous connectez. Vous allez dans l'onglet blog et ensuite vous allez dans programmation JS. Vous cliquez et le code se trouve ici. Vous le copiez et ensuite vous pouvez le coller dans une page HTML.
Et une fois que vous êtes sur mon site, vous pouvez jeter un œil sur toutes les vidéos de formation que j'ai faites pour coder des robots en MQL4. Et si vous voulez aller plus loin dans la programmation de robots de trading en MQL4, eh bien vous vous rendez dans l'onglet Premium et vous avez 3 robots qui sont disponibles de 1,99€ à 2,99€. C'est vraiment pas cher. Et pour ce prix-là, vous avez la vidéo explicative et le code source qui est téléchargeable. Merci pour votre attention et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.